Et en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder pour ces rencontres. Alors, avec cette rencontre aujourd'hui, on est au cœur de la vocation de TV Metz. On va mettre en exergue, on va mettre en valeur un monsieur qui est un mésois, un vrai mésois, un pur mésois. Robert Lunadier, bonjour. Un vrai de vrai. Bonjour Jean-Pierre. Hein, je ne me suis pas trompé en disant ça. Ah non, 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 pas du tout. Plus mes oies que moi, tu meurs. Vous êtes né ici? Oui, bien sûr. Vous êtes né où alors? Je suis né, oh tiens, de chez moi, à 2 km à vol d'oiseau, il y a une habitation qui s'appelle le Mas du Prince en plus. Oui. C'est pas rien ça. Ah, bah, ça... En plus, je suis né le même jour que Louis XIV. Oui. Alors, ouais. Et votre jeunesse, vous l'avez fait où alors? Ah mais j'ai tout fait ici, moi, c'est simple. Je suis né ici, j'ai appris à marcher ici, j'ai appris à nager dans le port, on fait un côté. On fait tout au Metz. J'ai fait ma première danse au foyer des campagnes. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire parler, parce que beaucoup de gens me parlaient de Robert Lunadier, Oh. parce que vous faites partie de l'histoire de Metz et parce que vous la connaissez bien surtout. Oui, bien sûr. Vous avez passé toutes les bonnes périodes, toutes les mauvaises périodes ici. Les bonnes comme les mauvaises, oui, j'ai tout passé à Metz, oui, bien sûr. D'accord. Votre scolarité, c'était où? À Metz, si. À Metz jusqu'à 14 ans. Oui. Disons, jusqu'à ce que j'ai fini ma première, comment on appelle ça? Jusqu'à 14 ans, j'étais quand même dans le cas où on passait le brevet. Mais mon tempérament a pris un peu le dessus, j'ai fait l'andouille. Hein. Je faisais exprès de faire des fautes à la dictée, enfin, alors que j'étais quand même plus ou moins assez bon élève. Et donc, comme on avait décrété que je serais menuisier, dans mon enfance, on avait décrété que je serais menuisier, tout simplement parce que, paraît-il, je savais bien planter des clous. Ce qui est assez bête parce que menuisier ne plante jamais des clous. Donc je me suis retrouvé, ici ils avaient monté un petit centre d'apprentissage, hein, mais c'était juste après la guerre, 1945, hein, l'année de mes 14 ans. Et j'y suis rentré jusqu'aux vacances de Noël. Et quand les vacances, disons quand on est rentré, disons début janvier, on m'a dit mais tu viens pas ici, toi tu vas à 7. Ah. Et donc je suis à 7, mais ce qui était le centre d'apprentissage. Donc j'ai fini mon année, et comme j'étais quand même un assez bon élève, on m'a fait passer d'office au collège technique. Là où le niveau était quand même un peu plus relevé, puis au centre d'apprentissage, on y passait que le CAP, et au collège technique, on passait le CAP et le brevet industriel. Ce qui était quand même un niveau plus relevé, quoi. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Je suis sorti ici, le directeur m'a fait appeler, il m'a dit, voilà, j'ai vu tes professeurs, ils sont d'accord pour faire une année de préparation, j'envisage pour toi l'école des mines. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi il veut aller me faire travailler dans une mine? C'est aussi bête que ça. Je ne savais pas que c'était une école d'ingénieur. Je l'ai su bien après. Et moi, je suis claustrophobe, aller travailler dans une mine, d'ailleurs, je ne voyais pas. D'accord. Je ne voyais pas pourquoi. Donc, pour moi, c'était fini, j'avais 17 ans, j'avais mon CAP, mon BI. C'est terminé. Ma scolarité s'est terminée comme ça, à 7 ans. On va parler un petit peu de Montmez. Montmez. Vous allez me parler un peu de Montmez? Mais j'y habitais. D'accord. J'ai habité Montmez qui s'appelait Vinaigre. Pourquoi? Pourquoi justement? Parce que celui qui l'avait baptisé Vinaigre n'était pas tellement intelligent, parce que vendre du vin de vinaigre, je sais pas, mais ça s'appelait, moi j'ai eu le panneau Vinaigre. Vinaigre. D'ailleurs, voilà, moi je suis né au Mas du Prince. Quand j'ai eu 2 ans, ma soeur en avait 6, il a fallu qu'elle aille à l'école. Et à Vinaigre, il y avait l'école. Parce que quand vous partez de Metz et que vous arrivez sur Pézenas, en montant à droite, d'ailleurs c'est bien marqué, école, en lettres en relief, c'était l'école, où je suis allé, moi, 5 ans. Et ma soeur ayant 6 ans, il fallait qu'elle aille à l'école, donc on est allé, mon père avait trouvé une place, disons, chez un viticulteur de vinaigre. Et mon frère est né, mon frère qui a 3 ans de moins que moi, est né à Vinaigre. Donc, à 5 ans, on m'a mis à l'école, à Vinaigre. Bon, c'était une classe unique, c'est peut-être pour ça que ça m'a donné un an d'avance en arrivant à la maison. Parce qu'en classe unique, j'ai dû apprendre quand aux plus grands, on leur rappellerait que BA ça faisait bas ou 1 et 1 ça faisait 2. J'ai dû l'enregistrer, tellement bien qu'à 6 ans, ma soeur en avait 10, elle ne pouvait plus aller à l'école à Vinaigre. Il fallait qu'on vienne habiter à Metz. Mais donc, Vinaigre, oui, ben c'était un endroit. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là dans les campagnes. Toutes les campagnes avoisinantes, disons, il y avait pas mal de familles. Hein, et les enfants venaient à l'école à Vinaigre. Donc. Il était si mauvais que ça, le vin? C'est pas qu'il était mauvais, mais vendre du vin de vinaigre. Oui, c'était la dénomination, quoi. Ça l'affiche mal, quoi. Ouais. Ouais.
Et donc, c'est après la guerre, là, un bonhomme qui s'appelait Monsieur Taros, que j'ai bien connu. On a toujours eu des acquaintances avec les gens de Vinaigre, hein, qui, quand même, étant conseiller municipal, s'est dit que changer de nom, ça serait pas plus mal, parce que on vient de Vinaigre. Hein. Et comme Vinaigre était entre Metz et Montagnac, ils ont appelé Montmetz. Hein. Ouais. Moitié Montagnac, moitié Metz. Hein. C'est devenu Montmetz. Hein. Quand vous êtes arrivé à Metz, il y avait combien d'habitants? Pas grand monde. Je crois qu'on était 4000 quand on est venu à Metz. Tout le monde se connaissait. Là. Puis moi, j'avais l'impression que, disons, Metz, toutes les maisons étaient construites une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, ici, se construit. Moi, on est venu donc en 1937. Toutes les maisons étaient construites une bonne fois, et puis c'était fini, quoi. Tu n'aurais jamais pensé. Le boulanger, lui, était boulanger, le menuisier était menuisier. Disons, Metz était comme ça, puis ça ne changerait pas, quoi. Alors, on va parler aussi de cette période, qui est une période peut-être délicate, la période de la guerre à Metz. Comment vous avez abordé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu? Oh, la guerre. Le plus mauvais souvenir que j'en ai, moi, c'est les restrictions. Parce que là, on n'a pas mangé à notre faim. Hein. Comme nous n'étions pas riches, mon papa est ouvrier agricole, hein, et on a mangé à la carte. Je dirais de 40 à 45, même la guerre finie, c'était pas. Alors on avait des cartes, comment on appelait ça, des tickets de. On avait le droit par exemple à 300 grammes de pain par jour, 250 selon. Il y avait les J1, J2, J3, les hommes qui avaient droit un peu plus. Et disons, on ne pouvait acheter que ceux que nous donnaient droit les cartes d'alimentation. Et c'était pas terrible. Hein. C'est vrai que là, vous savez, il est arrivé que pendant la guerre, pendant la semaine, on a mangé des betteraves rouges. Mais je ne vous cacherai pas qu'on faisait pipi rouge. Pendant 3 jours, on mangeait des escargots. Qu'on était allé ramasser parce que. Non, là, en dehors de ça, la guerre, bon, nous on était enfants. Mais j'ai le sens de tous les jours ma maman qui a toujours trouvé quelque chose pour nous mettre à manger. Sinon, pour eux, c'était pas facile. Mais nous, enfants, vous savez, quand on est enfant, on n'a pas de soucis. Curieusement, je vous dirais que j'ai pas un mauvais souvenir des Allemands. Parce que bon, déjà, je crois savoir, je sais, que nous avons été en zone libre en 1942, je crois. D'ailleurs, j'ai vu arriver les premiers motards allemands, là, 2 sur une moto. Oui, c'est les Allemands. Bon. Et évidemment, après, on a vu arriver les Allemands. Et il se trouve que ils avaient réquisitionné tout le port, tous les immeubles du côté sur le port, côté rive gauche, hein, côté plagette. Hein. Là, ils occupaient ça. Là. Et donc, comme il est arrivé l'été, et nous, on se baignait dans le port, toute la vie, la plagette, ça n'existait pas. On se baignait dans le port. Alors, eux, disons, ils étaient relativement jeunes, puis avant de partir à Stalingrad, ils étaient bien à Metz. Et ils avaient même fait un plongeoir sur le bout du port. Alors nous, enfants, à la nage, on traversait, on allait avec les Allemands. Alors ils nous attrapaient un par les pieds, gentiment, hein, un par les pieds, un par les bras, et ils comptaient aïe, zbaï, traï, et ils nous envoyaient au milieu du port. Vite, on remontait pour recommencer. Quoi. Donc, quelque part, je sais pas, un mauvais souvenir des Allemands. C'est aussi idiot que ça, mais bon. En plus, ici, ils n'ont pas commis d'exaction. Il y a eu quelques morts à la fin de la guerre. Hein. Oui. Toujours pareil, des morts pas intelligentes, des gens qui sont allés se balader où ils n'auraient pas dû se balader. Et les Allemands qui étaient plus ou moins effrayés parce que selon les endroits où ils passaient, d'ailleurs, je me souviens, les Allemands nous disaient terroristes, je dis non, ici il n'y a pas de terroristes. Et il avait la trouille quand il filait. D'ailleurs, j'ai le souvenir, moi je vois passer un camion allemand, plusieurs fois, avec derrière 4 ou 5 bonhommes allemands, sur un vélo, et qui sautaient dans le camion avec une corde. Alors, ça valait le coup d'être filmé, là. C'est pas la 7e compagnie, mais. Presque. Ah ouais, c'était formidable, ça, de voir les Allemands qui se tiraient déjà. Ah ouais, t'as fait plusieurs comme ça. Ou alors, dans Metz, ils sont arrêtés,
Et ils ont volé des vélos ou même des voitures. Possible. Ça, bon, nous, À on n'avait rien. Creuset. Vous pouvez rien nous voler, on n'avait rien. Ah oui, ça c'est. Oui, parce qu'à Metz, ça a dû être comme partout en France. Les hommes étaient partis à la guerre, les femmes ont repris le travail des hommes. Ben, tout Beaucoup. le monde travaillait là, à ce moment-là. Oui. Hein. Oui, les hommes étaient plus ou moins soit au travail obligatoire, Oui. soit en Allemagne, soit prisonniers. Et les femmes avaient repris Et il y a beaucoup de femmes qui allaient travailler Dans les vignes, masses. dans les vignes, non. Dans les vignes, dans les Ah masses. non, les parcs n'existaient pas à ce moment-là. Non, à la guerre, il y avait très peu de parcs. Il n'y avait que quelques parcs sur côté Bouzigues, côté la coquille. Là. Le chemin qui amenait la coquille était miné. Il y avait des mines parce que les terrains Quand même. alentours étaient minés. Quand même. D'ailleurs, moi j'en connais. On a un ami d'ailleurs qui a sauté sur une mine. Et le chemin qui amène à la coquille aussi. Il y a un bonhomme un jour qui a laissé. Je crois qu'il a laissé la vie, celui-là. Oh oui, il y en a, sur des mines, il y en a 5 ou 6 ou 7 qui ont laissé les jambes ou la vie. Et puis ce que. Moi je revois la fête de la guerre en 44, parce que nous en 45 on était tranquille. Passé l'été 44, il n'y avait plus d'Allemands ici, et à mesure ils ont monté. Oui. Moi je revois les avions mitraillés dans c'est comme ça. On se régalait, nous on était contents. Vous savez, quand on est enfant. Oui. On voit les choses autrement. Ah oui. Et un beau jour d'ailleurs, il y a un avion qui s'est fait abattre là. Je l'ai vu moi ça aussi. Ah, quand même, vous dites qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais il y a quand Non, même non, eu oui, des anecdotes. Hein. Mais ça mitraillait, mais on se régalait de voir ça, on était au cinéma là. On était, je sais pas, je pense que ma mère était même, ne se rendait pas compte, on était peut-être, ils étaient inconscients du danger qu'on courait, Oui. parce qu'une balle qui... Ah oui, il y a un avion, vous avez jamais entendu dire ça? Un avion, disons quand vous partez sur, avant les 4 chemins, quand vous partez sur Vinaigre, quand vous partez sur Montagnac, Oui. dans la descente, là, après le jardin d'Argeau, là, le mas d'Argeau, qui est à gauche, mais sur la droite, et d'ailleurs il y est toujours. On l'a enterré cet avion-là. Ah oui. C'est bizarre. Hein. Et le pilote a été récupéré. Moi je le revois en Italie, parce qu'il y a un avion qui a été abattu. Oh, nous, quand ça s'est un peu calmé, pas pendant que ça mitraillait quand même. Oui. Allez, je ne sais pas si j'avais un vélo à ce moment-là, parce que on est allé au 4 chemins. Le pilote il était encore dans le cockpit. Il était tout brûlé, sauf la main. Il avait la main comme ça sur le rebord. La main était intacte. C'est curieux, c'est curieux. Mais l'avion a brûlé. Après, c'était... Je me souviens, moi, il y avait le bal tous les soirs. La guerre finie, disons, tous les soirs, il y avait, dans le foyer de campagne, il y avait ça danser. Disons, les gens retrouvaient la liberté, le goût à la vie. Et c'était l'euphorie, là. Hein. On va parler un petit peu entre l'ancien Metz et le nouveau Metz. C'est quoi le moins bien, le mieux Il y en a qui vous diront avant c'était mieux. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord. Ah ouais. Ouais. Donc quand on vous dit qu'avant c'était mieux, vous savez, il y avait un tombereau qui est passé pour ramasser les ordures aussi. Et les ordures, c'était pas dans des jolies poubelles, bien, c'était dans une vieille bassine. Oui, non, c'était pas mieux avant, ça c'est sûr. Parce que c'est fou le nombre de petits commerces qu'on fermait là. Je vois dans les vieilles ruelles de Metz, mais il y a beaucoup de commerces qui ont Mais fermé. bien sûr, si on vous racontait tous les commerces dans un petit local, un petit magasin comme on appelle, nous, mais il y avait une épicerie. On vous dira, il y avait chez Mireille, chez Marie-Louise, chez Sy. Et moi, j'ai pas connu, mais avant, alors, du temps de mon père, je dirais, il y avait le café d'un sou. Oui. Alors là, c'était, disons, c'était pas un commerce déclaré, je dirais. C'était des bonnes femmes qui aimaient discuter, certainement. Ah oui, ça s'appelait. Oui, c'est ça. Et alors, les voisines ou les gens passaient, et pour un sou, on vous servait le café. C'était un café où il n'y avait que les femmes qui allaient. En général, c'était que les femmes. Il y a eu aussi ça. Oui, c'était que les femmes, je crois. Je suppose, je n'ai pas connu. Moi. Paraît-il que vous servez le café, mais suivant le cas, pas le sucre. Alors chacun portait son morceau de sucre. Ah oui, c'est sûr que ça devait chercher là-dedans. Elle revenait du lavoir, parce qu'il y avait un Il y lavoir. avait le lavoir aussi, oui. Ah, mais le lavoir, moi, je l'ai connu aussi, il fonctionnait encore. Hein. J'ai joué au basket à un moment. Il y avait une équipe de basket à Metz. C'était où maintenant, il y a exactement la maison du temps libre. C'était là, entre l'abattoir. Oui. Il y avait la fosse d'épuration aussi. Et il y avait le lavoir. D'ailleurs, quand on avait fini le basket, on se mettait dans le lavoir, on se lavait un peu comme ça.
Oui, c'est vrai que depuis quelques années, Metz, disons, c'est bien amélioré. Depuis l'arrivée d'Henri Fricot, avant, un petit peu Ah, avant. mais je reconnais, moi, je suis. Oui, bien sûr. Ah oui, Henri, Henri s'il m'écoute, Henri ressemble à son grand-père. Mais Son grand-père à Léon. c'est un enfant du pays, Henri. Ah, ben Henri, oui. Enfin, moi, j'ai connu ses arrière-grands-parents qui, eux, descendaient la montagne. Oui. Et. Oui, les grands-parents, Fricot. Moi, j'ai connu son arrière-grand-père qui avait eu un œil crevé, certainement. Il avait un œil bleu. La basquette, le béret, la tarte, là, sur la. Mhm. Vous voyez, façon de la montagne. Et il se trouve que mon grand-père paternel et les arrière-grands-parents de Fricot, Henri, habitaient un endroit qui s'appelle les Mazahuttes. C'est un endroit, disons, par rapport à Montmez, c'est au niveau de Montmez, disons, côté ouest, à 1 km 500 ou 2 km. Et il y a 4 maisons. 4 maisons qui se touchent, hein, comme un quartier. Et les arrière-grands-parents d'Henri habitaient la première, hein, et mon grand-père habitait la quatrième. Donc, quand on n'est que 4 habitants d'un lieu-dit, on est obligé de se connaître. C'est pour ça qu'avec la famille Fricot, on se connaît depuis toujours. Oui, Henri, disons, il a le tempérament de son grand-père Léon Olombel, qui était ce qu'on appelle à Metz un pète sec. Hein. Henri, si tu m'entends, excuse-moi. Je dis que la vérité. Hein. Bah, écoutez, on est là pour raconter l'histoire On est de là Metz, pour hein. raconter Vous l'histoire avez de connu Metz. combien de maires à Metz alors? Ah, mais depuis ma naissance, je les ai tous connus. Mais c'est simple, je suis né au Mazahut, qui appartenait à la famille Poujade, Oui. et le maire de l'époque s'appelait Méril Poujade, qui était un des propriétaires du Mas du Prince. Après, c'est arrivé à la guerre. Oui, ça c'était avant la guerre. 39-45, pas la guerre de 14 quand même. Et pendant la guerre, on a nommé un maire qui s'appelait Thomas Bessières, qui a fait le temps de la guerre. Mais bon, ça n'a pas été certainement un collaborateur. Et la guerre finie, on a nommé un qui s'appelait Henri Bessède. Henri Bessède qui a dû faire un mandat, je pense. Après Bessède, il y a eu M. Monté, André Monté, qui a tenu quand même 24 ans, à peu près, je crois. Il a dû faire 4 mandats, 24 ans. Et il se trouve que, comme M. Monté a été battu, il n'y en a qu'un, à ce moment-là, on ne pouvait pas lâcher sur les listes. Il n'y en a qu'un qui a été élu de sa liste, c'était Yves Pietrasanta, qui a été le seul élu sur 24, hein, alors que les 23 autres étaient dans la liste Georges Jean. Georges Jean qui a fait un mandat, qui a fait 6 ans. Et Yves Pietrasanta, qui se présentait, disons, a été élu après Georges Jean, et lui aussi il a fait 24 ans. Oui. Et s'il n'avait pas laissé la place à Henri, il y serait encore. Oui, oui, oui. Il est premier adjoint. Yves, qui ne connaît pas Yves à Metz. Quand Yves a arrêté, il avait laissé la place à Yvon Pibre. Yvon, qui était instituteur, que je connais bien évidemment, mais qui a été touché par la maladie et qui a dû, au bout de 6 mois, grosso modo, C'est lui. laisser la place. Et c'est là que je suppose que Yves a dû voir que Henri Fricot ferait bien l'affaire. Et donc c'est Henri depuis qui meurt de Metz. Et ma foi, apparemment qu'il la gère pas si mal, puisque... Non, puis il y a eu beaucoup de transformations depuis. Oui, bien sûr, oui. Oui, Henri avait son tempérament, comme on dit, comme je dis moi, pète sec. Disons, c'est sûr qu'il avait un peu plus d'ordre. Le port, le jardin monté, tout ça, c'est Oui, magnifique. oui, parce que c'est vrai que il y avait, sur le port, il y avait des épaves qui restaient pendant des mois et des mois. Et un peu partout, comme ça, quoi. Oui, Henri a mis de l'ordre. Hein. Ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, mais bon, si. Allez, Henri, tu nous fais un bon maire, quand même. Bien sûr. On est content de toi. Et alors, le pied dans le travail, ça s'est fait comment? Ouh, là, c'était so compliqué, parce que même avec des diplômes en menuiserie, il y a 3 ou 4 menuisiers à Metz qui n'embauchaient personne. Donc, fallait, pour amener 4 sous à la maison, j'ai fait un peu de tout.
Je suis allé travailler dans les vignes, ramasser les sarments, faire les déchaux ou tout ce qu'on veut, sulfater. Et puis les parcs se sont développés surtout. Dans les années 50, les parcs se sont développés, disons, alors qu'ils n'occupaient que la zone côté Bouzigues. Et donc, tous les gens qui s'étaient transformés en parkers, qui étaient des épiciers, des boulangers, qui avaient besoin de main-d'œuvre, comme tout se faisait à la main, mais j'ai commencé à travailler un peu comme ça dans les parcs. Mais bon, c'était pas facile. Vous savez, les parcs, c'était les cuissardes, hein, Oui. la brouette, hein, et il avait tout dans l'eau comme ça, tout à la main, quoi. Des fers à la main sans gants, parce que des moules qui tenaient, on faisait surtout que des moules à ce moment-là. Oui. Jusque dans les années 70, on ne produisait que des moules à Metz, à 90%. Quoi. C'est après, disons, l'épisodie qui a décimé tous à l'océan là-bas, Oui. qu'on a rentré des huîtres japonaises qui. Alors là, les gens se sont retournés surtout sur les huîtres. Sinon, jusque-là, pratiquement, la grosse partie, c'était des moules qui partaient, surtout sur Marseille. Chaque jour, ils partaient des camions entiers de moules sur Marseille. Voilà comment. Maintenant, bon, la suite, c'est que quand j'ai travaillé 13 ans chez le même bonhomme, qui m'avait embauché pour 15 jours. Oui. Et partant de là, j'ai réussi un jour, avec l'aide de mon beau-frère qui m'a prêté un peu d'argent et le peu que j'avais, d'acheter un petit parc. Alors pour travailler un parc, il faut un bateau. À partir de là, je me suis dit que j'allais fabriquer mon bateau en polyester. Et je l'ai fabriqué. Disons, ce bateau, il présentait bien, il marchait bien. Alors, toujours pareil, il y a des copains qui m'ont dit fais-moi un. Ou j'ai dit moi, je vous prête le moule si vous voulez. Et disons, avec mon aide. Et il s'en est fait, je crois, 5 ou 6, comme ça. Et partant de là, il se trouve que j'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi, il travaillait dans un pressing, disons. Et il n'avait pas grand-chose, pour pas dire rien. Et quand il venait aider à travailler le polyester, j'ai vu qu'il était quand même... Parce que lui avait appris le boulanger. C'était bizarre. Hein. Et depuis 18 ans, il travaille dans un pressing. Je lui ai conseillé de se lancer à fabriquer des bateaux. Ben, il a fait son chemin, je dirais. Et un beau jour, il s'est décidé. Enfin, il m'a dit, tu crois que ça marchait, le bateau? Ben, j'ai dit, c'est le moment où jamais il allait y avoir le remembrement. Et donc, évidemment, je me suis occupé de tout. Trouver un local, trouver de l'argent surtout. C'est là aussi que je dis qu'il y a une belle histoire familiale. Là. Parce qu'on a une sœur aînée qui a 3 ans de plus que moi. 4 ans de plus que moi. Et qui nous a trouvé de l'argent. Moi, j'avais un peu d'argent, mais pour commencer. C'est ma sœur qui a fait un emprunt pour nous. Donc, c'était quand même une belle histoire. Hein. Oui. Mon beau-frère m'avait aidé, moi, quand j'ai acheté mes premiers parcs. Ma sœur nous a aidés, et moi, à sortir mon frère, disons, de sa situation. Ce qui fait que c'est mon frère qui... Évidemment, c'est moi qui fais les moules, qui fait tout l'atelier. Mais pour mon frère. À partir de là, bon, ça lui a pas mal réussi, parce que quand même, lui qui n'avait rien, il s'est retrouvé, il a construit sa maison. Il a même acheté celle de son fils. Donc, ça a été une belle histoire familiale. Oui, c'était une famille soudée, quoi. C'est une belle histoire, une famille soudée, oui, bien sûr. Ouais, alors Robert, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on parle maintenant de ce chemin que vous avez parcouru entre les fruits de mer et puis la fabrique des barques de joutes. Et puis surtout, vous êtes arrivé aussi au pavois. Ah non, les pavois, ils sont venus avant. Ils sont venus avant. Ah oui, dans la mesure où les copains, disons, savaient que j'avais travaillé le bois. La famille Baïza, surtout, là, avec qui je suis très ami, et fait tous ceux qui s'occupaient des joutes, sont venus me voir un jour, on m'a dit, tu ne fabriquerais pas des pavois? Parce que je louais un magasin, un petit local, j'avais une petite machine que j'avais achetée au père Fricot, quand il s'est monté à son compte, le père du maire, Guy Fricot, qui est décédé malheureusement. Il m'avait vendu une petite machine que ses parents lui avaient achetée, que j'ai encore là d'ailleurs. Et ma foi, ils m'ont demandé si je pouvais leur fabriquer des pavois. Ma foi, quand même, je savais travailler le bois. Et je leur ai fait des pavois. À partir de là, ça n'a pas fini. Le plus difficile, ce sont les lances. Les lances, il faut trouver le bois. Il faut trouver le bon bois parce que, je ne sais pas si vous avez vu comment ça force, mais
voilà, disons, la famille Baïsa, Georges surtout, parce que les enfants étaient un peu tout petits. Yannick, qui est président aujourd'hui, il était tout enfant. D'ailleurs, les premières armes de jouteurs qu'ont fait Yannick et Thierry, c'est avec 2 petits pavois, évidemment, que je leur avais fait. Oui. Et qui n'ont pas chômé, ces pavois. Ils avaient ça dans le sang. Vous savez que les enfants qui ont un père jouteur, automatiquement, ils deviennent jouteurs. Donc oui, les joutes, j'y plongé un plein dedans là aussi. Hein. Tellement bien qu'un jour on m'a demandé, Georges Baïsa est venu à l'atelier, après qu'on a monté l'atelier, disons, faire les bateaux. Georges est venu un jour, il m'a dit, on ne pourrait pas faire des barques de joute en plastique. Hein. Parce que c'est vrai que jusque-là, des barques en bois, ils se ruinaient chaque année pour les remettre à l'état. Parce que ici, avec le climat qu'on a, une barque en bois, elle passe 2-3 mois dans l'eau, c'est pas grave, hein, mais 9 mois au sec, avec le Mistral et tout ce qui s'ensuit. L'année d'après, il faut recommencer. Alors qu'avec le plastique, 3 mois dans l'eau, 9 mois au sec, on les remet dans l'eau comme on les a sortis, et puis Oui. elles ne prennent pas l'eau. Il n'y a pas besoin de les étancher. Donc Georges est venu, Baïsa, qui m'a demandé, ils avaient dû en discuter à la réunion. Je dis, on ne pourrait pas faire des barques. Hein. Faire des barques, oui, mais il faut faire un moule. Il ne faut pas le louper non plus. Parce que faire un moule, ça coûte cher. Le temps qu'on y passe, hein, et le produit qu'on emploie. Si on le loupe, on n'a rien fait. Hein. Donc voilà, ben je me suis mis là, bien que n'étant pas charpentier de marine, hein, j'ai réussi à faire un moule qui. Il est encore là. Je l'ai chez moi. 40 ans après, il est là. On a sorti les barques. Hein. Et ma foi, elles n'ont pas été si mal réussies que ça. Vu que toutes les sociétés voisinantes, que ce soit Balaruc, Frontignan, Palavas, Béziers, ont commandé les moules chez lui Landier, quoi. C'est vous qui avez pensé ces bacs-là, à l'intérieur des barques de joute, pour qu'elles puissent être stables? Oui, parce que bon, vous savez, à l'atelier, tous les soirs, il y avait 8 ou 10 personnes, hein, quand c'est pas 12. Hein. Vous savez, au village, on se réunit chez l'artisan le soir, surtout quand on travaillait l'excavateur le soir. Hein. Et alors, chacun vous disait la sienne. Et le plastique, c'est trop léger, ça ira pas bien. Alors, un vous disait que ce sera trop haut, l'autre trop bas, l'autre... Heureusement que j'en ai fait qu'à ma tête, hein, parce que je suis assez têtu. Et, disons, j'ai eu l'idée, c'est vrai que le plastique est assez léger. De toute façon, une barque, il faut la lester. Et j'ai eu l'idée, pour la lester, disons, le matériau qu'on a le plus facilement sous la main, c'est de l'eau. Quand on met une barque de joute à l'eau, il y a de l'eau. J'ai fait des réservoirs qui sont logés sous les 3 premiers bancs des joutes, qui contiennent quand même 1200 litres. Ça fait une tonne de quoi. Même si c'est de l'eau salée, c'est un peu plus lourd. Et donc, voilà, ça a été une bonne opération, malgré tous les sarcasmes que j'avais entendus, que ça irait pas bien, que l'eau ça bougerait. Ben, disons, l'eau, quand on fait un réservoir, qu'on met la cheminée au bout là, et qu'on la remplit complètement, ça bouge pas. Ça aussi, je pense que ça a été une réussite. Hein. Parce que bon, on a pas mal transporté les barques, on allait les premières années à la Grande Motte, à Béziers, sur Valras. Disons, si elles sont laissées, on ne peut pas les attraper avec les mettre sur un camion. Que étant laissées sur place, hein, ça va bien, quoi. Merci beaucoup Robert Lunadier. Voilà, merci d'avoir suivi TVMES. Avec plaisir. Et puis, écoutez, on se reverra très certainement quand vous voulez. Bientôt, parce qu'on a encore plein de choses à raconter sur ouais. Metz. Hein. À très bientôt, merci beaucoup. Voilà.